Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. Alors c'était une intro super rapide, mais c'est parce que quand même on est déjà à l'épisode 9. Est-ce que vous vous rendez compte? Incroyable. Vu ce que j'ai vu dans cet épisode, vu comment l'épisode débute, je m'en suis bien rendu compte, frère. Ah ouais. Là on était bien dans de l'action, je m'attendais pas. Mais alors, pas à ça. Vraiment, je débute mon épisode, je me suis dit, putain c'est vrai, Aizawa, il a perdu, il a pris une balle, ça y est, il va perdre son alter et tout, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Et par il veut pas dire Izuku, hein, il veut dire Aizawa, mais normalement vous avez suivi, je pense. Normalement on a su. Voilà. Et oui, je suis taquin, mais il faut préciser, il faut être précis, et on va être précis en ce début de review, et c'est pour ça qu'on va vous préciser grâce aux notes de Hilaki Nuclet, notre cher expert My Hero Academia, que cet épisode correspond à 4 chapitres. Du coup, ça va du chapitre 282 au chapitre 285, et tout au long de la review, vous aurez quelques informations qui vous seront distillées par rapport au manga qu'on ne lit pas. Mais on a ces informations comparatives. Et donc effectivement, ce début d'épisode, il y en a un qui se coupe la jambe. Avec alors, j'ai noté l'expertise de la découpe jambière. Au-delà du côté dramatique de cette scène, on en a juste vite fait parler là avant de débuter l'enregistrement. C'est le seul point qu'on a souligné, c'est qu'on a trouvé ça quand même un petit peu, comment dirais-je, pas facile, mais se couper la jambe avec un couteau ou un kunai ou je sais pas quoi comme ça, avec une force humaine, hein, juste comme ça, claque, c'est impossible. Coup, moi j'y arrive pas. C'est pas possible. Après j'ai envie de dire, s'il avait voulu être réaliste, Horikoshi, il y aurait peut-être pas des gens avec des têtes de piaf et des têtes de spray. Mais quand même, il est fort, hein. Aizawa, comme ça le petit revers du couteau, normalement t'arrives à la limite à couper un saucisson, à la limite, mais à lancer à vive allure, tu vois. Mais lui il se coupe la jambe avec l'os, hein, parce que je rappelle qu'il y a des os dans la jambe quand même. Surtout qu'en plus là c'est au niveau du tibia, ce fou. Enfin dans le manga c'est, vous voyez la case, c'est la partie inférieure de la jambe, donc c'est divisé en deux, hein. Il y a le tibia, le péroné, il y a le truc. Je sais pas comment il fait le gars, il est très fort, très fort. Bon, c'est point d'interrogation sur ce truc-là. En tout cas, pour revenir sur le cœur de l'action, effectivement, là ça fait que 40 secondes, hein. J'ai regardé à peu près quand ça arrive. Opening, je me suis dit, c'est quoi ce début d'épisode? Et il vacille pas. Il vacille pas. Le pire, c'est qu'il nous lance l'opening limite à Aizawa, mais il ferme même pas les yeux. C'est-à-dire, il se coupe une jambe, mais il vacille pas. En tout cas, c'est ce qu'on dit quand on voit le générique de début. Mais quand même, Shigaraki, il a bien prévu que ça fait mal quand même. Il se dit, il va vaciller. Je le trouve cool. Je suis en admiration devant. Il est Razorhead et tout. Mais il va attendre l'opportunité, le moment précis où il va fermer un œil. Et là, bim, il relâche un alter qui lui permet de se libérer et il va tenter d'attaquer Aizawa, puisque finalement Aizawa s'étant coupé la jambe, la balle qui était lancée par Shigaraki n'a pas annihilé son alter. Du coup, il tente de le défigurer en le saisissant par la tête violemment. Je me suis dit putain, il le déchire le visage, le gars, comme toi. Heureusement, Izuku arrive et bam, bastos. Enfin non, c'est pas Izuku là qui arrive en ce moment, c'est Shoto. Parce que Izuku il arrive à plusieurs moments dans cet épisode, vous voyez, on est déchaînés nous aussi. Shoto qui arrive, et c'était bien lui du coup qui suivait Bakugo et Izuku dans l'épisode, il y a 2 épisodes facilement, et que Shigaraki avait repéré avec l'alter qu'il avait volé à Pussycat, la meuf là. Je sais plus son prénom, mais Pussycat, la chanteuse des DL5 là. Ouais, c'est ça. Bon, mais à partir de ce moment-là, tu dis ça y est, le trio est réuni. Que va-t-il se passer? Parce que Izuku il bien vénère sa mère. Ah oui. À ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On a un parallèle où en fait il y a personne qui arrive à joindre les trois, hein, Todoroki, Deku, Ida est là, il fait bon, on peut pas les appeler, pas de contact, nos contacts, nos smartphones, il n'y a personne, pas de signal. Bon, j'ai bien aimé l'intervention de Tsuyu qui précise quand même, ouais, c'est peut-être parce qu'en fait, du coup, il y a peut-être un alter qui brouille. Je suis bon, c'est bien au moins là, une intervention sur cet épisode, parce que de toi à moi, Tsuyu, je l'ai pas vu beaucoup tirer la langue. Donc, c'est pas son arc hein, pour l'instant, Tsuyu. Non. Donc bon, ça c'est quand même intéressant de lui donner au moins cette phrase-là, parce que même Ochako, même d'autres persos vont servir un peu plus loin dans le flashback. Avec des coups, donc il y a quand même un moment donné où il y a un focus qui est fait sur certains élèves. Tsuyu pour l'instant à la trappe. Après ils ont pas le meilleur rôle, hein. Eux ils étaient censés évacuer les habitants et tout ça. D'ailleurs ils apprennent en ville
qu'il y a aux informations un géant qui ravage toutes les villes sur son passage, c'est Maquia évidemment. Donc là ils ont l'info qui est relayée et Maquia il arrive et il a tout saccagé, mais il s'inquiète pour les autres héros de la villa du coup. Ils se disent quoi, la villa des plaisirs, la villa des Marseillais, ça a échoué. On est dans la demeure, bah oui, c'est échec cuisant. Hein. Et d'ailleurs ils le réalisent du côté des héros qui étaient là-bas. Ouais. Il y a un truc qui m'a fait, alors ça m'a fait sourire sans me faire sourire parce que c'est dramatique intrinsèquement à l'œuvre. Mais quand il y a le journaliste télé qui liste les villes, à un moment donné, je sais que tu vois, il y a quand même des kilomètres qui séparent la ligne droite que va prendre Gigantomachia et il va ravager tout ce qui est sur son passage. Mais moi j'ai eu envie de rire parce que c'est comme si qu'il faisait. Donc écoutez, on a appris que c'est ravagé, donc sur son passage, il va ravager Lille, Paris, Marseille, Bordeaux, Nice, Lyon, Toulon, Montélimar. Il fait ça pendant 10 minutes, je me suis dit, bah en fait, il rase le pays. Ouais, c'est ça. Il s'arrête jamais, le gars. Je me suis dit, putain, le gars, il fait ses pointes, en fait, il s'est cru dans un stade et il va détruire tout. Il est pas que en ligne droite. 80 km qui séparent du coup la villa de l'hôpital. 80 km, ça fait quoi? Des villages. Bah, 80 km, ça fait... Bah, je sais pas, après ça dépend où vous vivez, mais c'est pas non plus... Ça fait l'île Saint-Omer, je pense. Ouais, c'est pas non plus... Enfin, ouais, il y a beaucoup de villages, je pense, qui sont nommés, parce que bon, 80 km, il n'y a pas... Il y a pas 300 villes sur 80 km, quoi, je veux dire. Donc, bon, c'était tout, c'était pour la blague. Puisqu'effectivement, il y a Gigantomachia, il va toutes les... Mais d'ailleurs, il n'y a pas ravagé que des villes, hein, effectivement. Il a ravagé aussi le camp des blessés, là où il y avait Tokoyami et Hawks. Ouais. Heureusement, Hawks a pu être secouru par Tokoyami, qui est parti juste à temps, hein, parce que quand même, il y avait quelques dégâts. Et on apprend pendant ce temps-là que Majestic, qui était, d'ailleurs, petite note de Hilakinuki, qui était le sensei de... la meuf qui se sépare en 1000 morceaux, là, qu'on a vu dans l'épisode précédent, et de Yao Yorozu. Donc c'est lui qui était arrivé à la fin de l'épisode dernier en mode maintenant laissez les pro-héros et tout, t'as bien joué Yao Yorozu, bel gosse et tout, GG. Bah là, il s'est un peu sacrifié le gars, donc il est peut-être mort en fait. Hein. Ouais. Ça c'est ce qu'on craint, c'est qu'il y a certains pro-héros qui ont laissé la vie. C'est d'ailleurs le constat de Yao Yorozu, c'est que c'est un échec cuisant. Ils sont désespérés du côté de tous ceux qui étaient à la villa, puisque finalement, Maquia qu'ils étaient censés stopper, il est parti. Et tous les vilains qui étaient dessus sont partis. Et il y a la moitié des pro-héros et des autres qui ont échoué, qui sont par terre allongés, tu vois. Une fois qu'on a une bonne trad, parce qu'on a une précision de Nuclet aussi, qui je trouve vient quand même un petit peu glorifier leurs actes, parce que c'est vrai qu'à un moment donné ils disent ouais c'est la merde, mais il y a même Champignon là, Kinoko qui dit c'est pas censé faire effet le produit et tout, et à ce moment là de l'épisode je me suis dit en même temps il lui fallait 30 litres, donc si vous lui avez donné une canette ça va pas lui faire effet. Nuclet nous précise dans son dossier quelque chose de très important, c'est que la trad FR était très mauvaise et qu'en fait elle a estimé qu'il fallait 30 litres du produit normal pour l'endormir, mais en fait elle a mis le produit à l'état pur. Donc c'est une concentration du produit dans un bocal qui équivaut à 30 litres distillés. Voilà. C'est tout de suite plus intelligent, c'est tout de suite plus compréhensible que nous dire ouais il faut 30 litres mais on va lui envoyer une canette précise. Donc bon, ça vient quand même un petit peu plus... Entre le produit pur et le produit dilué, je pense qu'il y a une différence. Hein. Vous l'avez vu dans une piscine. Heureusement que le Javel est dilué, parce que sinon, c'est pas que les yeux rouges que vous auriez. Hein. Donc, ouais, c'est grosse différence. Ouais. C'est bien de le préciser, parce que on peut passer d'un jugement de valeur en se disant, mais en fait, il pue la merde aussi. S'ils mettent pas les bonnes quantités, ils s'attendaient à quoi? Au fait que, si, ils ont fait le taf. Ils ont fait le job. Mais on ne s'attendait pas à ce que Gigantomachia soit aussi résistant et aussi sauvage et qu'il puisse se transformer en Megazord là. Ça on savait pas ça. Donc, D'ailleurs tu passes du plus grand au plus petit, parce que tu parles du Megazord, je vais parler de Mineta qui est vraiment en plein doute. Il est en mode mais est-ce qu'on a bien fait en fait? Est-ce qu'on pue pas la merde? Et les pro-héros, est-ce qu'ils ont bluffé? Est-ce qu'ils puent pas la merde aussi? Et puis aussi les vilains. Et puis en fait on pouvait pas gagner en fait, ah ouais. Je me suis dit, frère, calme-toi. Je me suis dit, étouffe-toi avec ta couille. Ça va bien se passer, mange un petit raisin de ta tête, tout va se passer correctement, t'inquiète pas. Aïe. Et bon, juste après ça, on a Maquia qui gueule comme ça dans la ruelle en mode moi j'arrive, patron et tout. Enfin, moi j'ai jamais été au boulot comme ça. Ouais. Ouais, patron, j'arrive! Mais t'étais peut-être aussi pas autant motivé de retrouver ton patron, c'était peut-être pour ça. Sinon, tu l'aurais fait, je pense.
Bon, en tout cas, il y en a un qui est content, il arrive à venir et tout. Puis là, bon, Galaki nous explique que de toute façon, depuis qu'on est arrivé, c'est la fin du monde pour vous tous. Bon, c'est l'éradication. J'ai construit des Nomu sur la base du modèle de 8 parce qu'il faut des hommes de main, roi. C'est ça. Bon, 4 épisodes qui nous disent la même chose, mais bon. Mais c'est intéressant parce que non, il nous avait pas dit, je pense, que les Nomu étaient basés sur Maquia, je crois. Ça, c'est l'information qu'il nous donne dans l'épisode. C'est important puisque en fait, on savait que les Nomu réagissaient à l'appel télécommandé ou je ne sais quoi de Shigaraki qui les avait activés, mais on savait pas qu'ils étaient comme Maquia. Là, vu qu'ils sont comme Maquia, ça veut dire qu'ils vont tout faire pour rattraper et arriver au pied de Shigaraki, quoi. En mode Maître Sama, Seigneur tout-puissant, etc. Donc personne ne pourra se mettre en travers de leur chemin, de la même manière que Maquia, en fait. C'est des bons chiens, des bons toutous. Hein. Yep. Je veux dire, quand tu veux régner sur le monde positivement ou négativement, là en l'occurrence c'est pas très positif, des hommes comme ça, engagés pour toi, avec cette telle puissance, je veux dire, ça peut servir. Après, j'ai envie de dire, Galaki c'est le roi des toutous. Est-ce que vous vous souvenez de Johnny, avec ses petites chaussettes et tout? Je pense que c'est un féru des toutous quand même, Galaki, il faut le dire. Et heureusement aussi, vu qu'on parle de... comment dire, de proximité, on parle un peu du meilleur ami de l'homme. Là, on va parler du meilleur ami de tout à chacun pour un bon combat. C'est Shoto qui arrive pour refroidir son père, qui était en haute tension et qui ne pouvait plus du coup utiliser son alter efficacement, Endeavor. Donc il fallait le refroidir un peu. Heureusement, Shoto arrive avec de la glace, pas un sac de glace, hein, il arrive littéralement avec son alter. Bakugo, qui est vénère de servir à rien. Et dans le même temps, Deku, lui, il est vénère, mais vénère. Hein. C'est-à-dire que t'as shooté Aizawa, t'as shooté Grand Torino, t'as fait du mal à ses amis. Là, ça lui plaît pas. Je me suis dit, il va se transformer. Je sais pas. Là, j'avais des frissons. Je t'avoue, j'ai vu cette colère, etc., machin. Et tu te dis, putain, qu'est-ce qui va se passer? C'est quel combat nous attend? Parce qu'effectivement, Aizawa, il est pété. Donc, à ce moment-là, Shigaraki est capable d'utiliser ses alters et n'importe quel de ses alters. On se dit, c'est la PLS. Midoriya, c'est bien, mais si tu lui fonces dessus comme ça, soit il te pique ton alter, soit il te désagrège. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne le désagrégera pas. L'avantage de Midoriya, pour moi, c'est le seul qui peut le combattre, et on le voit très bien dans cet épisode. Outre le fouet noir, évidemment, qui lui permet de combattre à distance, et en plus l'alter de Nana, donc la 7ème. Donc Shimura Nana, c'est l'élève de Grand Torino, qui pouvait voler dans les airs en utilisant des sortes de propulseurs. Outre ces deux pouvoirs, il y a aussi le fait que Shigaraki veuille récupérer le One for All. Donc s'il veut récupérer un pouvoir qui est enfermé dans un corps, il va pas le détruire. Donc il a cet avantage-là, Izuku, c'est qu'il peut quand même bénéficier de la retenue de Shigaraki sur le pouvoir de désagrégation. Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'était sans compter le fait que, comme Shigaraki n'a pas pu compter sur ses alters du fait que Aizawa les avait neutralisés, il a dû compter sur sa force brute, sa force physique. Et tout comme Izuku n'était pas prêt au départ à encaisser la puissance du One for All, et Shigaraki n'a pas le corps encore prêt pour encaisser la puissance du All for One. Et là, du coup, son corps il se brise comme ça, ça s'ouvre comme ça en deux. Bon, c'est un bon moment, hein, on va pas se leurrer. Mais quelle chance! Moi je me suis dit quelle chance, hein, parce que c'était pile au moment où il retrouve ses alters. Donc normalement tout est foutu, le gars il touche le sol, c'est bon, vous êtes tous morts, au revoir. On l'a vu précédemment. Là, heureusement, son corps lâche. L'explication, je la trouve logique, hein, parce qu'on nous avait déjà dit en amont, c'est pas comme si Horikoshi nous avait pas préparé, que Shigaraki était 4 mois dans une cuve, mais qui était pas à 100%. Il fallait qu'il reste encore un peu, et il a été libéré prématurément de ses cuves. Donc effectivement, il n'est pas totalement achevé, et son corps, il est fort possible qu'il ne puisse pas tenir le choc, d'autant plus que, tu viens de le dire, il n'a pas utilisé ses alters durant tout le laps de temps où Aizawa a utilisé son alter à lui, qui lui permettait de restreindre les pouvoirs de Shigaraki, donc il a dû pallier à ça avec une force physique démesurée, mais il en a trop fait, quoi. Ouais. Et du coup, c'est là qu'on voit que Izuku prend l'avantage du combat à ce moment-là, puisque il utilise non seulement ses fouets noirs pour choper tout le monde, hein, son Black Whip pour... C'est Zoro, le gars. Ouais. Il est en hauteur. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est secoureux ou qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, non, il veut éviter que les gens touchent le sol
au contact de Shigaraki lui aussi qui serait au sol pour éviter la propagation de la désagrégation, ce qui est très intelligent. Mais on constate très vite que il suffisait juste de soulever Shigaraki, t'avais pas besoin de soulever tout le monde en fait. À part te fatiguer, tu soulèves le principal intéressé, les autres peuvent rester au sol tranquille. Donc bon, c'est ce qui se passe très rapidement. Il de les reposer, il fait bon en fait je me suis niqué tout seul mais c'est pas grave, c'était stylé. Non mais c'est vrai, en fait je me suis kiffé. Mais oui, oui c'est logique. Mais bon il s'est emballé, il était vénère donc. Il a voulu protéger tout le monde, c'est bien. On voit qu'il utilise ses fouets pour protéger tout le monde, même Endeavor et tout, tu vois donc. Et c'est là qu'on a confirmation quand même avec du coup le Black Whip. On se posait la question. On voit qu'effectivement c'est pas comment dirais-je, l'utilisation de cet alter du Black Whip n'est pas quelque chose de saisissable pour Shigaraki Tomura pour s'en servir de début de dégradation. J'avais dit quoi, c'était ma théorie, j'avais dit qu'il allait combattre comme ça avec le Black Whip. Shigaraki ne peut pas désagréger le Black Whip, apparemment. Apparemment, en tout cas, il le fait pas. En tout cas, s'il peut et qu'il l'a pas fait, il est un peu. Je l'avais dit qu'il allait combattre comme ça. Du coup, le truc inattendu, c'est plutôt l'utilisation d'un 7ème alter, celui enfin 7ème alter, l'alter du 7ème détenteur du One for All, très compliqué, très long à dire et très chiant. C'est Voltige Huyu, qui était celui je l'ai dit tout à l'heure, de Nana Shimura. On va avoir un flashback dans le prochain épisode, vous verrez, avec Nana Shimura. Et l'autre découverte qu'on fait à ce moment-là, c'est que Gran Torino n'est pas mort aussi. Ça c'est bien. Non, il est pas mort. Ça lui permet d'avoir une intervention assez stylée. Il ouvre vite fait les yeux, il fait il reconnaît Nana Shimura. Bon, c'était beau, c'était stylé parce que l'action est à son paroxysme à ce moment-là, donc j'ai trouvé ça bien. High catch. Tu te dis putain, allez on souffle. Parce que c'était intense quand même. Je veux dire, là on vous le dit comme ça, mais c'était quand même intense. Bon, ça continue à être intense. On voit Bakugo et je me suis dit c'est bien de le voir Bakugo parce que rappelez-vous quand même le titre de l'épisode c'était comment s'appelle Bakugo Rising ou quelque chose comme ça. Ah ouais. Donc à un moment donné j'arrive au milieu d'épisode, je vois que ça se fight de ouf. J'étais en mode bon si le titre comporte le nom de Bakugo, il y a peut-être un moment donné il va venir. Yoni dans la catch. Donc je savais pas quand est-ce qu'il allait intervenir. J'avais une attente à cause du titre. Voilà mais bon. Moi j'avais pas d'attente du tout. Moi j'étais dans mon épisode, j'ai pas vu le titre, j'ai pas calculé le titre du tout. Rising, du coup, c'est s'élève, Bakugo s'élève, bon, on comprend à la fin de l'épisode, en fait, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'on a quand même une grosse partie dans cette deuxième moitié d'épisode qui est axée sur le flashback, puisque là, au moment où il utilise son float, enfin son Huyu, enfin son voltige, et son fouet noir, Black Whip, ce que tu veux, t'as un flashback. En mode, oui, Izuku, il s'est entraîné quand même à l'utiliser. J'ai trouvé ça pratique et bien. Puisqu'on voit Afro Izuku du coup qui s'entraîne, ça c'était intelligent, ça permettait de comprendre un peu mieux comment il arrivait à maîtriser ces pouvoirs là, parce que sinon ça n'aurait aucune logique pour nous. Il a bien maîtrisé le Black Whip et il s'est entraîné déjà à se mouvoir dans les airs, ce qui est pratique, puisque du coup ça lui permet là de gérer un pouvoir qu'il n'avait pas activé, le pouvoir de voltige. Heureusement Ochako était là, en lui disant que c'était un peu comme nager finalement, puisqu'elle a le pouvoir d'annuler la gravité. Le ciel elle connaît, Bakugo lui le sol il connaît, et ça lui permet pendant qu'il est allongé contre un 3/4 mur avec un angle de 180 degrés de se confier avec All Might. C'était le gros morceau de l'épisode aussi, ça. Gros morceau de l'épisode, ce moment-là. D'ailleurs, juste petit aparté, est-ce que vous avez trouvé ça clair? Parce que dans l'épisode, je sais pas toi, mais quand on voit Izuku là qui écoute Ochako et qui commence à s'envoler, on pourrait croire qu'il a activé son alter. Mais d'après Bouclette, il l'aurait jamais activé en fait. C'est quand il a sauvé tout le monde que ça s'est activé. Du coup, je suis un peu paumé en fait. C'est-à-dire, il vole comment? Si c'est pas l'alter qui s'éveille. Parce que bon, si encore il faisait des trucs avec ses wads là, comme il a montré pour se déplacer, s'il faisait que ça, genre il met des doigts, clac, 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 ok, je peux comprendre que c'est sa façon momentanée de voler. Mais là, il flotte. J'ai pas pigé. Voilà, si vous avez un élément de réponse, j'aimerais comprendre si c'est un éveil partiel ou je sais pas quoi. Enfin bref, voilà, ça me paraît important parce que l'animé par moment. Il manque de précision et l'interprétation qu'on en a du coup n'est pas la même que la vérité qu'on a dans le manga et on le découvre grâce à Nuclette souvent, donc d'où l'importance de ces notes. Et voilà, on va revenir du coup sur ce que tu disais effectivement sur ce 3/4 mur, sur All Might et tout. Et là on a des révélations à la fois humaines sur Bakugo et à la fois sur le All for One, One for All, enfin bref, le pouvoir d'Izuku notamment.
Parce que première interrogation, Bakugo il dit bon c'est bien tout ça All Might, mais Izuku là va pas pouvoir cacher son truc encore bien longtemps. Hein. Je veux dire, ça commence à être grillange. De ouf. C'est bien, mais je vois même pas comment ils ont pas pu le griller avant. Le gars il a 3 pouvoirs. Enfin, et là il en a quasiment 3 si tu veux. Il a une force surhumaine. Là il a maintenant un fouet. Il peut se mouvoir dans les airs même si il a pas activé encore Voltige. Bah là c'est clair maintenant. Je comprends pas. Ils sont pas très analysés. Ils sont teubés. En plus, en plein milieu de l'épisode, t'as Bakugo qui fait ouais, en utilisant ces 3 haltères, putain, il pourra pas gérer. Enfin, il va peut-être pouvoir mieux gérer, mais il va peut-être pas gérer. Tous les autres sont autour. Hein. Très bizarre que personne ne se soit dit, mais vous connaissez pas le secret de, je sais pas. Papa. Se pose très peu de questions. C'est pratique, au moins tu peux vivre. Je rappelle, des pour choses ceux au grand qui jour. ont oublié, et c'est très possible. Hein, nous aussi, on oublie pas mal de choses. C'est qu'à la base, à l'école, tout le monde disait que le pouvoir d'Izuku c'était juste une grosse puissance. Voilà, il est comment dire, associé à ça, et c'est pour ça qu'ils avaient justifié que c'était All Might qui le supervisait, parce que All Might, ça ressemblait un peu à son pouvoir. C'est pas le même, mais ça ressemblait quoi. Ça ressemblait, ouais. Voilà. C'est vrai. Non, donc on verra comment il va s'en sortir de cet étalage de puissance qui commence à être beaucoup plus hétérogène hein, qu'une simple puissance. On verra, toujours est-il qu'il y a une chose hyper intéressante à un moment donné aussi que Bakugo pointe du doigt, c'est les ratures dans le carnet, qui est complétée par une note de Nuclette qui nous dit que la vraie traduction, c'est que quand il en parle, je parle de Bakugo, hein, quand il parle de ça à All Might, il dit à propos des notes des successeurs, parce que c'est le cahier au sein duquel il y a tout, hein, toutes les notes, etc. qu'All Might a rédigé pour Izuku, disant voilà tel alter qu'il y a dans le One for All, il y a lui, il y a tel porteur, lui c'est tel machin et tout. Et à propos de ça justement, Bakugo dit bon ok t'as tout mis hein, jusqu'à la mort du 5e, 6e et 7e porteur et tout, ouais, très bien, mais pourquoi t'as barré des trucs sur le 4e détenteur là? T'as barré ça, t'as pas voulu le laisser, c'est quoi le truc? Est-ce que All Might a compris quelque chose sur le One for All? En tout cas il nous le dit pas, il nous laisse dans le tease de cet enfoiré. Ouais, parce que le 4e détenteur, justement, on n'a aucune information dessus. Peut-être vous posez la question, mais c'est qui, c'est lequel, est-ce qu'on l'a vu? Non. On avait vu le 5e, souvenez-vous, c'était celui avec le Black Whip, donc le fouet noir. On sait du coup que la 7e c'est Shimura, vu qu'il l'active là, c'est Float, enfin c'est Voltige si vous préférez. Le 8e porteur, c'est Yagi Toshinori, donc All Might, et le 9e c'est Izuku. On suppose également que le premier porteur du coup c'était le frère Shigaraki, mais le 4e est inconnu. Ouais, mais du coup il y a quand même quelque chose qui était raturé, ça m'intrigue et c'est fait pour. Hein. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a découvert quelque chose qui pourrait changer le cours du game? Très certainement. En tout cas, ça laisse place à un moment de repentance. Parce qu'effectivement, c'est pas qu'il était temps, c'est que j'aimerais d'ailleurs avoir la réaction des animés only, pas ceux qui ont lu le manga qui le savent, de cette repentance de Bakugo, parce que Bakugo c'est un personnage très fort, très caractériel, et qui est un peu le rival direct de Deku, et ils apprennent ils ont appris à se connaître. Ils ont appris à travailler ensemble, ils ont un lien qui est particulier, hein. Deku il a toujours été très gentil envers Bakugo, et Bakugo, bon, il a toujours été un petit peu plus sauvage envers lui, hein. Il l'envoyait toujours chier, mais finalement, voilà, on les voit quand même là, encore là, des années après, c'est quand même Bakugo qui est là pour l'entraîner, toujours le pousser, donc on aurait pu simplement croire que c'était aussi une manière de pas se faire distancer, comme on l'a dit dans le dernier épisode. Là, il nous fait une repentance. All Might nous dit clairement, ouais, ok, du coup, tu l'entraînes comme ça parce que c'est une manière pour toi de faire. C'est quoi l'expression? Amende honorable. Qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ça change un peu. Enfin, ça change un peu, je sais pas, mais ça va changer la perception qu'on aura de Bakugo. C'est plus le gars caractériel qui est comme ça en face de Deku tout le temps, tu vois. Ouais, d'autant plus avec cette fin d'épisode, hein, puisque il va le. Comment on dit en français? Il va le protéger. J'avais le mot en japonais, pas en français, n'importe quoi. Il va se jeter pour faire bouclier, on va dire. C'est monter à partir de ce discours. Hein. Ce discours qui m'a fait beaucoup penser à Vegeta. Exactement. Tu sais, le Omaega Namba Wanda, Kakaroto. C'est exactement ça. Kakaroto, tu es le numéro 1. À la fin de l'arc Majin Buu, repentance. Je me suis demandé, du coup, à ce moment-là, si on n'approchait pas de la fin du manga. Parce que je me rappelle que il y a un an, on disait, ouais, là, l'arc en cours, c'est l'avant-dernier arc, après il en reste un et c'est fini.
Et je me suis dit, est-ce qu'on n'approche pas de ça? Et du coup, on est sur une évolution, presque on conclut un arc qui avait été entamé avec Bakugo Izuku, arc narratif des personnages, j'entends, pas l'arc des Nomu, Shigaraki, l'arc de Wolfram ou quoi. Je parle de l'arc de la construction d'un personnage qui évolue d'un point A pour finir à un point B. Là, j'ai l'impression que ça, ils sont meilleurs potes. Il se sacrifie pour lui, son corps a bougé tout seul. Nuclet nous met une petite note pour faire le parallèle, un délicieux parallèle avec le tout début où c'est Izuku qui avait bougé tout seul pour aller sauver Kacchan, Bakugo, dans les premiers épisodes de MHA, rappelez-vous. Il avait bougé tout seul et apparemment c'est comment dire le signe des grands héros. Et finalement il conclut cette belle amitié Bakugo en bougeant tout seul. Et d'ailleurs il y a une très très belle cover de tome 29 qui a été reprise dans cet épisode où Bakugo se voit adolescent, comme il est là actuellement, en train de faire face à Izuku petit qui essaie de le relever de l'eau. Quand il était petit, il y avait eu la même scène, on voit cette case du manga, mais il l'avait envoyé chier évidemment. Là, il fait repentance à 100%. Ouais, et jusqu'à son discours, hein, parce que il dit même tout haut... Quand il fonce et tout à fond, il dit tout, que le One for All représente l'espoir. Ouais. Et dans sa bouche, c'est exactement ce que tu disais, c'est le number one de Vegeta, tu vois, qui accepte que Izuku c'est et ce sera le One for All et qu'on a besoin de lui. Donc ça va énormément changer leur relation. Enfin, je pense, après je pense qu'il restera toujours avec son caractère, ça c'est pas le souci, mais est-ce que le lien va se définir sur ce qu'on a l'impression de ressentir quand justement Bakugo et All Might évoquent, et notamment All Might, quand il dit en fait tu ressembles fort à Endeavor dans ton évolution, et Izuku est forcément le plus proche d'All Might dans le sens où il partage l'alter, il est le 9e héritier du One for All. Est-ce que ça va pas être et je pense que oui, mais les Endeavor All Might de demain, mais il y aura peut-être pas un numéro 1 réellement, mais ce serait peut-être un duo, ou alors peut-être même que Todoroki va se greffer, et ça rejoindrait une très ancienne théorie qu'on avait soulignée tous les deux, où on se disait, on ne sait pas s'il va y avoir une image de héros numéro 1 encore demain, mais peut-être que c'est 1, 2, 3, ou plusieurs personnes qui vont représenter le top des héros à un level équivalent. Peut-être, en tout cas dans cet épisode, il y a un des pro-héros là justement qui considère déjà Deku comme un pro. Hein. Ouais, c'est vrai. Du fait qu'il ait déjà affronté Overhaul, qu'il y ait eu des combats précédents qui étaient très compliqués. Et puis faut pas oublier le Prominence Burn aussi de Endeavor, hein, avec cette stratégie de Bakugo impressionnante où il fait appel aux deux Todoroki pour réussir à calciner, en tout cas Shigaraki, qui s'en sort d'ailleurs en étant possédé par notre cher All for One, qui prend possession cette fois totalement de Shigaraki, et c'est lui qui porte l'attaque d'ailleurs sur Bakugo. Et on a une note aussi de notre cher Nuclet qui nous précise que normalement ces espèces de fouets noirs là, pas ceux d'Izuku mais ceux de All for One, sont utilisés pour activer les alters des autres. Il avait fait notamment avec Kurogiri. Donc Kurogiri, comment il s'appelle en français, Kurogiri? Ouais, il y a Fumée Noire là, le gars Fumée Noire qui fait des portails, vous voyez, qui fait des wraps, qui permet de manger en bonne et due forme quand il y a moyen de se restaurer. Il l'avait planté pour pouvoir utiliser son pouvoir. Donc là, de la même manière, il pourrait planter quelqu'un. Je le vois bien dans un combat prochain, planter ceux qui sont aux alentours. De la même manière qu'Izuku agit un peu comme une araignée avec toutes ses pattes. Là, il pourrait planter, je sais pas, Endeavor et utiliser son feu contre Izuku. Tu vois, par exemple. Ouais, c'était impressionnant. Hein. D'ailleurs, le feu d'Endeavor, t'avais envie de gueuler avec, t'as envie que Shigaraki en fait crève, parce qu'il faut quand même, pour le dernier point de cet épisode et de cette très riche review, souligner que s'ils ont décidé et Bakugo a décidé de choisir à ce moment-là aussi, c'est parce qu'il était amoché sa mère, Shigaraki, parce que Izuku lui a mis un enchaînement de patates de forain à 100%. À tel point qu'il s'en est brisé les deux bras, limite le gars. Donc ça va être chaud, parce qu'on a même un flashback qui dit si jamais tu te casses encore 2 ou 3 fois sur le même bras, tu vas te retrouver paralysé, frère. Ouais. T'aurais les bras coupés. C'est violet. J'aime pas trop la couleur de ses bras. Non. C'est chaud sa mère. Donc à la fois Bakugo se fait plantage, les bras de Deku à pu.
Endeavor, il est calciné là, lui aussi. Hein. Il y a plus, je pense à mon avis, il y a tout mis. Oh, il s'est fait même pécou hein, par une attaque du coup de Shigaraki en parallèle. Donc, Endeavor, il est fini. Prochain épisode, on va se retrouver un peu dans l'écho, hein, dans le monde un peu du One for All. J'arriverai jamais, hein, ça fait 5 ans qu'on fait ça. Les gens, ça fait 5 ans qu'on fait My Hero Academia. Ça fait, on est à la saison 12 là. J'arriverai jamais. Faut arrêter avec. Pourquoi il a fait ça, Horikoshi? Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais ça embrouille. Hein. C'est trop proche. Trop proche, mais effectivement, on va se retrouver dans l'aspect intrinsèque là, des deux trucs. On verra ce qui va se passer. En tout cas, quel épisode de malade. Ouais, épisode de ouf, on a adoré. Dites-nous évidemment ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On attend la suite avec impatience. J'ai eu l'impression que Deku allait se transformer en Super Saiyan dans cet épisode. J'ai l'impression que ça va survenir prochainement. Ouais. Voilà un peu pour la théorie. Et à très vite sur la chaîne 2. Léo et Max. Abonnez-vous, partagez, on vous aime fort. À très vite. À la prochaine. Ciao.